Donc aujourd'hui, on va aborder la section numéro 1, une introduction aux connaissances. Donc cette section, elle se compose de 4 cours. Définition de l'économie, sciences de la richesse, sciences du bien-être, sciences des choix efficaces, sciences des relations sociales en production. Deuxièmement, le problème économique. Troisièmement, le concept de besoins et de produits. Et quatrièmement, utilisation des applications des principes économiques. Alors, le cours numéro 1 contient les éléments suivants. Premièrement, définition de l'économie. Deuxièmement, sciences de la richesse. Troisièmement, sciences du bien-être. Quatrièmement, sciences des choix efficaces. Et cinquièmement, sciences des relations sociales en production. Fondamentalement, Adam Smith, auteur du livre La richesse des nations, pensait que chaque personne devait poursuivre son propre intérêt sans que le gouvernement n'essaie d'interférer. Ainsi, les prix des produits baisseraient et leur qualité augmenterait. En effet, l'offre de produits suivra toujours la demande. À propos du livre, La richesse des nations a été publié en 1776 par Adam Smith. Près de 250 ans après sa parution, ce livre classique reste la base de l'économie mondiale. En plus d'être fondateur de la science économique, ce livre a établi une séquence de changements dans les politiques économiques. Le libre-échange n'est qu'un exemple. Qu'est-ce que le libre-échange? Adam Smith va passer tout le livre à expliquer cela. Le livre est composé de 250 pages et de 10 chapitres. Donc, à propos de l'auteur Adam Smith. Adam Smith, né en 1723 en Écosse, était un philosophe et l'un des plus grands spécialistes de l'économie classique. Il est considéré par beaucoup comme le père de l'économie moderne. Ses travaux ont eu une telle influence sur les décideurs et les industriels britanniques qu'ils ont lancé le débat sur la création d'un marché libre. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands penseurs du libéralisme économique. Quelles sont les idées principales du livre La richesse des nations? Premièrement, les gens doivent être libres d'agir dans l'économie. Deuxièmement, le gouvernement ne devrait pas interférer dans l'économie. Il ne devrait fournir que la législation et les institutions publiques spécifiques. Troisièmement, la loi de l'offre et de la demande régit le fonctionnement des prix et de la production. Quatrièmement, la division du travail est essentielle pour augmenter la productivité. Du principe qui donne lieu à la division du travail. Pour Adam Smith, il est essentiel qu'une nation ait un commerce ouvert avec les autres pays. En effet, tout producteur a généralement besoin de plusieurs autres produits pour lui-même. Par exemple, un fabricant de pantalons a besoin de plus que des pantalons pour survivre. En d'autres termes, un fabricant particulier produira davantage de biens afin qu'il puisse les échanger contre d'autres produits dont vous avez besoin. Que la division du travail est limitée par l'étendue du marché. La division du travail et l'échange de produits et de services n'ont qu'une seule limite. Adam Smith l'appelle l'étendue du marché. Selon la richesse des nations, cette étendue du marché est simplement avoir à qui vendre ou échanger vos produits ou services.
Par exemple, un vendeur de motos qui exerce son activité dans une ville de bord de la mer, dans ce cas, il doit déménager dans une ville froide où son produit commercial sera beaucoup plus important. De l'origine et de l'usage de la monnaie. Adam Smith établit que l'origine de la monnaie provient de la nécessité d'échanger des produits. Bien sûr, comment acquérir le produit souhaité s'il n'y a personne avec qui échanger? Revenons à l'exemple du vendeur de manteaux. Supposons qu'il souhaite échanger ses produits contre des pommes de terre, mais que le vendeur de pommes de terre ne veut pas acheter de manteau. C'est pourquoi il faut une mesure qui permette aux fabricants de manteaux de vendre leurs produits à des personnes qui ne veulent pas de manteau. L'argent est venu pour résoudre cet échange de produits. Mais selon la richesse des nations, l'argent ne vaut rien. Elle n'a de valeur que dans la mesure où vous pouvez acheter du travail. Du prix réel et du prix nominal des marchandises ou de leur prix en travail et de leur prix en argent. Le prix de chaque produit est défini par la quantité de travail nécessaire pour le produire. Cette valeur ne fluence pas, elle est fixe puisque vous avez toujours besoin de la même quantité de travail pour créer le produit. C'est la définition du prix réel d'Adam Smith. Le prix nominal, quant à lui, est variable. Il est lié au prix que nous sommes prêts à payer pour un certain produit. À titre de l'exemple, nous pouvons observer le cas du CD, le CD-ROM, vous le connaissez, qui n'ont actuellement aucune valeur en raison de la technologie actuelle, ou des objets de collection d'une certaine franchise, qui peuvent coûter beaucoup plus cher qu'il y a quelques années. Des parties constituantes du prix des marchandises. Le livre La richesse des nations montre que dans les sociétés les plus anciennes, le travailleur conservait tous les bénéfices de son travail. Cependant, certains travailleurs ont commencé à stocker des produits supplémentaires. Ces biens supplémentaires étaient utilisés pour payer d'autres travailleurs, donnant naissance à ce que nous appelons aujourd'hui des patrons. Ainsi, le profit n'était plus entretenu par le travailleur. Une partie était dirigée vers le patron. Cela s'explique par le fait que le travailleur doit payer pour l'utilisation des terres du propriétaire. Adam Smith dit donc que le prix de chaque produit est composé de trois choses. Premièrement, le travail nécessaire à la fabrication. Deuxièmement, le bénéfice que le fabricant souhaite réaliser. Et troisièmement, le loyer payé. Donc, il faut indiquer que le loyer et la main-d'œuvre constituent généralement la majeure partie du prix du produit. Du prix naturel des marchandises et de leur prix de marché. Partout qu'il s'agisse d'un pays, d'un État ou d'une ville, il existe une tendance à une valeur moyenne pour un certain type de travail. Cette valeur est déterminée par la richesse des nations, comme le prix naturel. Ce qui détermine cette valeur n'est rien d'autre que la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre est élevée et la demande faible, les prix sont réduits. Si l'offre est faible et la demande élevée, les prix augmentent. Donc, il existe toujours la possibilité pour le fabricant d'avoir un monopole sur le marché afin de pouvoir contrôler l'offre de sa marchandise. Maintenant, prix du marché est le prix effectif auquel un produit est vendu. Cette valeur étant déterminée par l'offre et la demande. Selon Adam Smith, la tendance est que le prix du marché varie autour du prix naturel. Des salaires du travail.
Selon la richesse des nations, il doit y avoir une valeur limite minimale qu'un travailleur en vit. Adam Smith fait une analyse économique de l'esclavage. Il dit qu'avoir un salarié est plus rentable qu'avoir un esclave. En plus de ne pas avoir la motivation pour travailler, un esclave malade présente des coûts pour son employeur, contrairement au salarié qui paie ses propres frais. Smith soutient en outre que les travailleurs devraient avoir des week-ends de congé afin de pouvoir se reposer et mieux travailler. Des salaires et des profits dans les divers emplois du travail et du capital. Pourquoi certains emplois sont-ils mieux payés que d'autres? Adam Smith vous donne 5 raisons pour cela. La première est que certains emplois sont sales et grossiers et que le salaire pour ce travail est donc augmenté. Il existe également des emplois faciles et difficiles. Plus il est difficile à exécuter, plus la compétence requise est élevée, plus le salaire est élevé. Le troisième est l'emploi temporaire. La rémunération de cet emploi est plus élevée car la personne doit également être rémunérée pour le temps qu'elle consacre à la recherche d'un autre emploi. Une autre raison est la responsabilité selon Adam Smith. Il dit: nous confions aux médecins notre santé. Des dépôts aussi précieux ne pourraient pas, avec sûreté, être remis dans les mains de gens pauvres et peu considérés. Par conséquent, cette responsabilité augmente la rémunération. La cinquième raison est la probabilité de réussite ou d'échec dans cet emploi. La théorie d'Adam Smith dit: dans les divers genres d'occupation, il est plus ou moins probable, à divers degrés, qu'un apprenti acquérera la capacité nécessaire pour remplir l'emploi auquel on le destine. D'autre part, la richesse des nations mentionne également que les restrictions gouvernementales et les taxes sur les produits importés protègent les fabricants nationaux de la concurrence extérieure. De cette manière, les prix et les bénéfices sont maintenus à un niveau élevé, mais tout le monde est lésé. Il existe également des politiques gouvernementales qui empêchent les personnes de s'installer ailleurs pour travailler. Selon Adam Smith, tout comme les entreprises se déplacent pour trouver de meilleurs travailleurs et réduire les coûts, les travailleurs devront également se déplacer où ils le souhaitent. Maintenant, on va passer à la définition d'Alfred Marshall. Si le nom d'Alfred Marshall est peu cité, les concepts qu'il a élaborés sont aujourd'hui encore abondamment utilisés. De formation scientifique, l'Anglais Alfred Marshall a notamment occupé la chaire d'économie politique à Cambridge. Il fait partie de l'école néoclassique et a été le professeur de John Maynard Keynes. L'équilibre partiel. Marshall introduit dans ses principes d'économie politique les courbes d'offre et de la demande qui constituent aujourd'hui la présentation la plus populaire du marché. Contrairement à l'approche de Léon Wallace, qui dans la théorie de l'équilibre général s'intéresse simultanément à l'ensemble des marchés. Marshall raisonne toutes choses égales par ailleurs. Il ne s'intéresse pas aux interactions avec les autres marchés. Le prix est déterminé par les seules variations de l'offre et de la demande du bien considéré. Cette approche, en dépit de sa simplicité, est aujourd'hui encore largement utilisée pour représenter les marchés. Le coût et la valeur. Bien qu'il soit profondément imprégné des idées développées dans les années 1870 par Walras,
Menger et Jevons, pour qui l'utilité marginale, c'est-à-dire la satisfaction que retire un individu de la consommation de la dernière unité d'un bien, est décroissante. Alfred Marshall affine cette idée en y intégrant les coûts de production. Sur le court terme, c'est essentiellement l'utilité, c'est-à-dire la satisfaction procurée par le bien au consommateur, qui détermine le prix d'un bien. Les consommateurs sont prêts à payer davantage pour un bien qui leur apporte une utilité plus grande. Sur le long terme, les coûts de production deviennent déterminants dans la formation du prix d'un bien. Sur ce point, Marshall renoue en partie avec la tradition classique, selon laquelle la valeur dépend essentiellement de la quantité de travail incorporée dans un bien. Les rendements de la production. Marshall s'intéresse par ailleurs au rendement de la production. Avant lui, deux idées s'opposent. Pour Smith, les rendements sont essentiellement croissants, c'est-à-dire en raison de travail ou bien de la division du travail, tandis qu'ils sont décroissants dans l'esprit de Ricardo, c'est-à-dire le capital le plus productif étant utilisé en premier. Chaque unité nouvelle est donc moins productive que la précédente. Donc, face à cette dualité, Marshall développe la loi des rendements non proportionnels. Selon lui, les deux effets se combinent. Pour une même production, les rendements croissants commencent par dominer, puis les rendements décroissants prennent le dessus. À l'optimum, un équilibre est trouvé entre les deux tendances contradictoires. Marshall regroupe au sein d'une théorie unifiée les concepts d'offre et de la demande, de prix, de coût et d'utilité marginale. Cet édifice de logique qui se veut ancré dans l'activité ordinaire de la vie influencera plusieurs générations d'économistes. Maintenant, on va passer à la définition de Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say est considéré comme le principal économiste classique français. Il est né en 1767. Il est connu par avoir élaboré la loi de Say ou la loi des débouchés. Cette loi est essentielle pour les économistes libéraux et peut se résumer ainsi. Toute offre crée sa propre demande. En pratique, une entreprise qui met un bien sur le marché donne l'équivalent de sa valeur à ses salariés sous forme de salaire et à ses propriétaires sous forme de dividendes. Par ailleurs, pour Jean-Baptiste Say, la gestion de quantité de monnaie en circulation dans l'économie d'un pays n'a aucun impact sur le niveau de production. On vend un produit non pas pour récupérer la monnaie, mais pour pouvoir en acheter un autre. Les produits s'échangent contre les produits. La monnaie n'est qu'un voile.
qu'un instrument pour faciliter les échanges, pour éviter le troc. Cette loi implique un équilibre global entre l'offre et la demande. Il ne peut donc y avoir de surproduction. Il y a seulement des déséquilibres passagers, des ajustements qui seront corrigés par le jeu naturel des prix. Il considère ainsi qu'une création monétaire, c'est-à-dire l'augmentation du volume de monnaie en circulation, est supérieure au strict nécessaire pour permettre les échanges de biens et services, ne dope pas l'économie. Bien au contraire, elle n'engendre que de l'inflation. La doctrine que développera plus tard Keynes, prenant la relance de l'économie par l'injection de monnaie, sera en totale opposition avec cette loi des débouchés élaborés par Jean-Baptiste Say. Selon Raymond Barre, l'économie politique est la science de l'administration des ressources rares dans une société. Elle étudie les formes que prend le comportement humain dans l'aménagement onéreux du monde extérieur, en raison de la tension qui existe entre les désirs illimités et les moyens limités des sujets économiques. Donc, d'après les définitions qu'on a déjà vues, on peut extraire les éléments fondamentaux qui définissent l'économie. Donc, on trouve les besoins, les ressources rares et les comportements. On doit aborder tout ça dans les séances prochaines. Alors, quelles sont les notions de base en économie? Premièrement, on va aborder l'économie
est la science qui a pour objet la création de la richesse. Citons quelques définitions qui se basent sur la notion de richesse. D'abord, l'économiste classique Jean-Baptiste Say, dans son ouvrage Traité d'économie politique, a donné la définition suivante. L'économie politique enseigne comment se forment et se consomment les richesses qui satisfont aux besoins des sociétés. Ensuite, Garnier présente la définition suivante. L'économie politique est la science de la richesse, c'est-à-dire la science qui a pour but de déterminer comment la richesse est et doit être le plus rationnellement produite, échangée, répartie, employée dans l'intérêt des individus comme dans celui de la société tout entière. D'autres définitions similaires, celle de Robert Turgot en 1766, dans son ouvrage Essai sur la formation et la distribution des richesses, et d'Adam Smith, considéré comme père fondateur de l'économie politique, qui 10 ans plus tard a publié son ouvrage pionnier Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Donc, la richesse des nations, on l'appelle aussi l'opulence des nations. Le titre de cet ouvrage est en elle-même une définition de l'économie qui a été adoptée par la plupart des auteurs à l'époque. En suivant ces définitions, l'enrichissement est le but fondamental de l'individu et de la société. La science économique est définie alors comme la science de la richesse, de la même façon qu'il y a une science de la lumière et des planètes. Néanmoins, dans la définition de la richesse, ces auteurs n'ont retenu que l'aspect matériel en négligeant les services. Smith considérait que le travail consacré à la production de ces services est improductif. Cette conception, retenue également par Marx, notamment dans certaines interprétations de la notion de travail improductif, a conduit le système de comptabilité soviétique à ne retenir que la seule production de biens matériels comme création de richesse, dans le cadre d'une comptabilité du produit matériel net. Cette conception ne pouvait être retenue car elle excluait du champ de l'analyse et de l'observation une grande partie de l'activité. Les sociétés contemporaines développées, appelées parfois des sociétés post-industrielles, sont largement des sociétés de services. En effet, avec l'activité des banques, des institutions financières, du tourisme, du commerce, la richesse s'étend à l'immatériel. Or, trop étendre la notion de richesse risque de la rendre trop vague, d'où la démarche qui permet de recentrer la richesse autour d'une conception simple. Et richesse, tout ce qui satisfait un besoin, tout ce qui a une utilité. La question qui se pose est comment mesurer cette utilité ou encore comment saisir la valeur d'un bien. Recentrer la richesse autour de la notion de besoin revient à considérer l'économie comme la science de l'échange marchand, puisque la notion de l'utilité est subjective et ne peut être mesurée qu'à travers l'échange moyennant un prix. Donc laissez-nous voir comment mesurer la richesse d'un pays. La richesse d'un pays est un stock de capital accumulé. Mais comment mesure-t-on la richesse d'un pays? À travers le PIB,
Le produit intérieur brut. Il est souvent le premier et parfois le seul agrégat qui vient à l'esprit. Le PIB mesure la valeur monétaire des biens et des services produits par un pays, mais il n'informe pas sur toute la richesse d'un pays, ni sur le caractère durable de son développement à long terme. Dans de nombreux cas, la croissance économique se fait au détriment de la nature et donc au détriment de la prospérité future. Pour comprendre la durabilité de la croissance, nous devons examiner la valeur de tous les actifs qui génèrent les revenus et en fin de compte le bien-être des populations. Le problème du PIB à mesurer le bien-être provient du fait qu'il ne mesure que les transactions commerciales prenant place dans l'économie, alors que le bien-être des individus dépend d'un ensemble d'autres aspects non transactionnels. On peut donc conclure que la richesse telle que traduite par le PIB n'est pas celle permettant de juger entièrement de l'état de bien-être d'une société ou encore de sa viabilité à long terme, car la nature de cette richesse n'intervient aucunement. Pourquoi créer de la richesse? Pour avoir le bien-être de la société. Donc c'est quoi le bien-être? Quand les économistes parlent de l'économie du bien-être, ils utilisent une traduction déjà ancienne du titre d'un volume du célèbre économiste de Cambridge, Arthur Cecil Pigou, le professeur de Keynes, dans son ouvrage The Economics of Welfare, publié déjà en 1908. Pigou appelait du nom de théorie du bien-être rien de moins qu'une théorie générale de la politique économique. Il voulait étudier les grands principes d'une science qui ne dégénérerait pas en recettes, mais serait quand même essentiellement axée sur les grands problèmes sociaux, comme celui de l'existence de riches et de pauvres. Donc, pour réaliser le bien-être, il nous faudra quoi? Il nous faudra une répartition efficace des ressources. Donc, à travers l'optimum de Pareto, on pourrait faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire l'optimum de Pareto? Une distribution de certains produits entre différents individus est optimale s'il n'existe aucune autre façon de procéder qui puisse rendre chaque individu plus heureux, ou au minimum qui puisse rendre certains plus heureux sans léser les autres. Cette définition est très générale. En particulier, elle ne précise pas comment les individus se procurent les différents produits en les achetant ou autrement. Donc, il faut comprendre que l'optimum de distribution ou bien de Pareto n'est pas unique, que plusieurs répartitions peuvent être aussi bien qualifiées d'optimales. Si l'économie ne comporte que deux individus, par exemple, et tout donné au premier et rien au deuxième, est toujours optimal. En effet, il n'est pas possible d'améliorer le sort du plus malheureux sans défavoriser son voisin. Donc, on parle d'amélioration paressienne, ça veut dire l'optimum de Pareto, à propos des réallocations qui augmentent le bien-être de certains individus. Au moins un, sans nuire à personne.
Alors maintenant, on va passer ou bien aborder la notion des choix efficaces. Donc le concept le plus important à comprendre est que l'économie étudie l'allocation des ressources rares. Donc les ressources rares sont des ressources dont la quantité disponible n'est pas suffisante pour satisfaire les besoins des agents économiques. Alors les agents économiques, on les a déjà vus, par exemple les ménages, les administrations publiques, ce sont des agents économiques. Je vais vous donner des exemples pour mieux comprendre. Par exemple, les alliances en or, ou bien les sacs à main Chanel, ou bien les iPhones, ou bien les chambres avec vue sur la mer, sont tous des ressources rares. Donc, une ressource rare, c'est quoi une ressource rare? La rareté existe partout. Mais une ressource rare n'a pas besoin d'être luxueuse pour être rare. Des biens de consommation courante sont également rares. Donc la rareté existe parce que les gens ont des besoins illimités dans un monde où les ressources sont limitées. Le monde n'a pas assez de ressources pour donner à chacun tout ce qu'il désire. Prenons l'exemple de voitures de sport. Si elle était accessible gratuitement, il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Donc comment la société décide-t-elle qui profitera du nombre limité de voitures de sport? De manière générale, comment la société alloue-t-elle les ressources rares dans l'économie? Donc, dans une économie moderne, les consommateurs jouent un rôle primordial dans ce processus d'allocation des ressources. Donc voyons maintenant comment définir précisément l'économie. L'économie est l'étude de la façon dont les agents économiques choisissent d'affecter des ressources rares et la façon dont les choix influent sur la société. Les exemples précédents mettaient l'accent sur le choix, qui joue un rôle primordial dans la définition officielle de l'économie. Néanmoins, cette définition ajoute un nouvel élément à la discussion des impacts des choix de chaque agent économique sur la société. Par exemple, la vente d'une nouvelle voiture de sport n'affecte pas seulement la personne qui l'achète auprès d'un concessionnaire. La vente génère également une taxe de vente que le gouvernement utilise pour financer les projets comme par exemple les autoroutes et les hôpitaux. L'achat d'une nouvelle voiture favorise aussi les embouteillages, une voiture de plus à l'heure de pointe. Donc cette voiture peut également prendre la dernière place de station dans votre rue. Sinon, conducteur conduit de manière imprudente. Cette voiture peut faire courir des risques aux autres conducteurs. Les économistes étudient le choix initial des multiples conséquences qui en dérouleront. Donc, d'après ce qu'on a déjà dit, on peut en déduire que le choix efficace est égal à hiérarchiser les besoins plus effectuer l'arbitrage entre ces besoins, qu'on appelle l'optimisation, ou bien faire de son mieux. L'économie peut être définie comme l'étude des choix. Les économistes partent généralement du principe que les individus
font des choix en essayant d'adopter la meilleure option réalisable étant donné l'information disponible. Bien sûr, l'optimisation n'est pas toujours aisée. Elle peut même bien souvent s'avérer complexe. Afin d'illustrer cette complexité, prenons l'exemple du choix d'un appartement. Dans les grandes villes, il existe certaines de milliers d'appartements à louer, chacun doté de caractéristiques spécifiques, comme le nombre de chambres, l'emplacement, la vue et les commodités du quartier. Alors, effectuer un choix optimal implique donc de faire de multiples compromis. Par exemple, comment comparer deux appartements dont l'un présente l'avantage d'offrir un loyer plus bas et l'autre un temps de transport du domicile au lieu de travail plus court. Comment allez-vous déterminer celui qui représente un meilleur choix pour vous? Dans ce cours, nous allons voir comment évaluer de manière optimale de tels compromis. Voici l'un des outils d'optimisation les plus importants utilisés par les économistes. Rappelons que le choix d'un appartement n'est qu'une illustration du concept général d'optimisation. On peut utiliser le principe d'optimisation pour analyser tout choix auquel est confronté un agent économique, qu'il soit anodin. Par exemple, le choix du nombre de kilomètres que vous pouvez courir lors d'un entraînement, ou majeur, le nombre d'années d'études que vous ferez. Plusieurs techniques différentes permettent d'appliquer le principe d'optimisation. En voici deux qui donnent des réponses identiques. La première technique calcule simplement la valeur totale de chaque option réalisable, puis choisit l'option ayant la plus grande valeur totale. La seconde technique est l'analyse marginale. Donc, elle se concentre sur les différences entre les options réalisables et trouve la meilleure option en analysant ces différences. Comme ces deux techniques aboutissent à des réponses identiques, vous pouvez choisir celle qui est la mieux adaptée à un problème particulier. L'économie est la science des relations sociales en production. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'économie politique est la science des lois qui régissent les relations économiques, c'est-à-dire les relations sociales qui ont lieu entre les membres de la société par l'intermédiaire des biens matériels et des services. Ce sont les relations relatives à la production et à la répartition des biens. Les relations sociales en production. Donc, on a l'offre et la demande. Dans l'offre, on trouve les producteurs qui produisent les biens et les services. Et dans la demande, on trouve les consommateurs qui ont des besoins. Donc, les notions de demande et de consommation ont déjà été rencontrées dans le cadre de l'analyse des facteurs de production avec la demande de travail, la demande de capital et dans le cadre de la comptabilité nationale en évoquant la consommation intermédiaire, celle qui est l'objet de la transformation dans l'acte de production et la consommation.
En analyse microéconomique, la demande désigne l'intention d'achat, tandis que la consommation correspond à l'acte de satisfaction des besoins. En macroéconomie, la consommation globale est l'ensemble de dépenses de la société en vue de la satisfaction des besoins. Donc, c'est ça la différence entre l'approche microéconomique et l'approche macroéconomique dans le terme de la consommation. Maintenant, on va passer à la répartition de la science économique, ou bien qu'on appelle le champ d'analyse de la science économique. Donc, comme la science économique est amenée à expliquer les modalités selon lesquelles la société affecte les moyens limités pour satisfaire les besoins nombreux et illimités, elle s'appuie sur trois démarches différentes mais complémentaires. Donc la première démarche, c'est la microéconomie. Elle s'intéresse à l'analyse du comportement des agents économiques isolés. Elle traite dans le détail des décisions individuelles portant sur les biens et les services particuliers. Alors l'individu est supposé être rationnel, c'est-à-dire son comportement est cohérent avec ses préférences et la limite de ses possibilités matérielles. L'objectif du consommateur est de maximiser sa satisfaction compte tenu de son budget limité. Et l'objectif du producteur est de maximiser son profit en fonction de la technologie disponible. Ainsi, ces décisions individuelles sont représentées par des courbes dites d'offre et de la demande qui se rencontrent sur les marchés. Donc la microéconomie montre que le comportement rationnel des individus bien informés fait apparaître pour l'ensemble de l'économie un état d'équilibre optimal de l'offre et de la demande. La théorie microéconomique considère que l'État ne devrait intervenir que dans les cas particuliers et devrait laisser les agents économiques se comporter rationnellement. Maintenant, on va passer au champ macroéconomique. Donc la macroéconomie s'intéresse au comportement d'un groupe d'agents. Elle a pour objet d'analyser l'activité économique de la nation. Elle repose sur une démarche globale centrée sur les fonctions économiques fondamentales telles que la consommation, l'épargne et la production. Toutes ces variables jouent un rôle important dans la politique économique. C'est une approche fondée sur l'étude quantité globale ou d'agrégats correspondant aux actes économiques essentiels, tels que la production nationale, l'investissement et l'importation. Ainsi, la macroéconomie est une représentation du fonctionnement de l'économie d'un point de vue global, qui privilégie les relations d'interdépendance entre les agents et entre les opérations économiques de manière à fournir les éléments permettant de guider les décisions de politique économique. Il y a un autre champ d'analyse qu'on n'a pas cité, qu'on appelle la mésoéconomie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une mésoéconomie? Elle se situe à un niveau intermédiaire entre la microéconomie et la macroéconomie. Donc, elle s'intéresse à l'étude de la branche d'activité du secteur. Ça veut dire sectoriel. Elle analyse les groupes qui
quelle que soit leur taille, détiennent suffisamment de pouvoir pour peser, affecter, voire influencer la destinée de l'économie nationale. C'est l'économie de l'entreprise. Par ailleurs, l'analyse économique diffère selon que le facteur temps est pris ou non en considération. Donc, qu'est-ce que nous distinguons? L'analyse statique fait abstraction du temps. Elle considère que les ajustements entre les variables sont simultanés. Par exemple, la consommation des ménages à l'instant T. On appelle l'instant T. C'est une variable. Dépend de son revenu à ce même instant T. La variable T. L'analyse dynamique tient compte du facteur temps. Elle s'intéresse à l'évolution des variables économiques, par exemple, comment la consommation du ménage évolue quand son revenu varie.